Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. La suite de cette semaine de la cryptozoologie, pas monnaie, c'est la science des animaux cachés. Donc en gros c'est l'étude du Bigfoot, du Yeti, du Chupacabra, de ce genre de trucs. Les animaux dont on n'est pas vraiment sûr de l'existence, même si nous on commence à être quand même de plus en plus sûr que ça n'existe guère. Il y a plein de gens qui consacrent leur vie et notamment à la recherche du grand de la big star de la cryptozoologie. Je présente le monstre du Loch Ness auquel on va consacrer cette soirée. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce que c'est un alien? Est-ce que c'est un fantôme? Tous ces trucs-là. Et du coup, nous, j'ai dû aussi faire un choix. Donc, à nouveau, j'ai dû sélectionner deux documentaires pour cette soirée. Deux émissions, en tout cas pour cette soirée. La première qui sera un documentaire tout ce qu'il y a de plus classique. Centré sur des gens qui veulent y croire. Ou alors que ça arrange d'y croire. Le Loch Ness, c'est aussi un gros business. Et ça génère pas mal d'engouement et aussi d'engouement pécunier pour le coup. Donc on va un peu explorer la Nessimania et on va tenter de comprendre l'engouement des gens pour ce cryptide, comme on appelle ces animaux qui n'existent finalement pas de manière officielle, quoi. Le deuxième, c'est une surprise et je pense que vous n'allez pas être déçus. Surtout si, comme moi, vous êtes de la génération de la téloche des années 2000, 2010. Et je vous en dis pas plus pour l'instant. On va déjà commencer avec ce premier docu. Un monstre en liberté rôde dans les profondeurs d'un lac. Et dans le folklore écossais, l'enquête ne négligera aucune piste. On capte Aucune des piste. contacts sonars très forts juste en dessous. C'est du matériel de qualité militaire, et on va l'avoir. Les ordi de la NASA. Ah, trop bien. Oh, il y a des soucoupes volantes, il y a des épées. C'est super. Tout ce qu'on aime. Steve Kulls, ancien Alors, détective privé reconverti Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai regardé sur Google Maps et la région du Loch Ness et le bled qui y a à côté, c'est paumé de chez paumé en fait. Donc c'est assez dingue qu'il y ait autant d'engouement pour un endroit comme ça. Il n'y a rien, il n'y a personne, il y a que des champs et des moutons apparemment. on traque le Sasquatch, la mystérieuse créature des forêts Ah bah américaines. c'est un expert s'il traque déjà le Sasquatch. Aujourd'hui, le monstre du Loch Ness Il fallait envoyer, et résoudre cette énigme. le Jack Bauer de la cryptozoologie. C'est forcément plus qu'un mythe. Ça doit être vrai. Bah s'il le dit, c'est qu'il a sûrement des preuves. Des- C'est un Pour très petit certains, lac en plus, t'as le raison. monstre serait un plésiosaure. Officiellement, ce reptile aquatique de 12 mètres de long Non, mais ça c'est les mainstream qui croient ça. a disparu. C'est quelque chose qui nage entre le lac et la mer. Ah, alors c'est pas mal, ça c'est un truc qu'on n'avait pas vu quand on avait regardé sur le Yeti, c'est qu'il y a souvent des théories différentes pour une même bestiole. Le Yeti c'était que soit c'était genre un hominidé entre le singe et l'homme, soit c'était un néandertal. Donc, soit c'était une espèce qu'on n'avait pas du tout découverte, puis il y en a d'autres qui disaient, mais si, en fait, c'est une espèce qu'on a découverte et qui a juste survécu alors qu'on la croyait éteinte. Ce qui peut arriver, hein. En fait, je me suis un peu renseigné, hein. Il y a vraiment eu plein d'espèces, ou en tout cas plusieurs espèces qu'on a cru être éteintes et qui, en fait, se sont avérées encore exister. Des fois, des espèces qui étaient très anciennes. Bah, là, pareil, ça pourrait être soit un plésiosaure, soit une espèce complètement distincte qui soit peut-être même pas un reptile et dont on n'a aucune idée. Mais on verra bien, il y a sûrement des experts qui vont nous aider à répondre à cette question. Surtout que les plésiosaures, normalement, ils vivaient dans l'eau de mer, il me Depuis semble. qu'on a commencé, des gens continuent à voir le monstre. Pour le coup, ils ont mis les gros moyens. Ça ressemblait à un anaconda noir. Il est sorti de l'eau comme ça et il a replongé. Ah, c'était un plésiosaure, c'est sûr. Ouais, c'est grand un plésio. Regardez le Les lac, on experts voit, en biologie on marine voit l'autre et côté du depuis là où ils matériau sont. sous-marin C'est tout dernier petit. cri. Par endroits, sa profondeur atteint 240 mètres, plus que la mer du Nord. Ouais, mais ils disent que c'est beaucoup, mais en fait 240 mètres c'est que dalle hein, pour un plan d'eau. Enfin, c'est pas que dalle, Son mais c'est pas grand exploration chose. est une Pas non plus de 10 km quoi. Justement, à cet endroit, les images des sonars montrent la présence de grottes et de passages qui permettraient de circuler entre le loch et la mer. Mais qui sont ces gens qui ont autant de temps Les expéditions consacré à ça en précédentes fait? ont été handicapées par la nature de l'eau. Comme elle contient beaucoup de tourbes, la visibilité est quasi nulle. L'équipe utilisera donc des caméras acoustiques dernier cri.
Ce sont des sonars très haute fréquence qui peuvent voir dans le noir, sans un éclairage artificiel qui risquerait d'effrayer un éventuel monstre. Ok, donc de la grosse techno, la grosse techno pour de la Cette crypto. caméra et les anciens sonars est la même qu'entre une charrette tirée par un cheval et une Formule 1. C'est du matériel conçu pour l'armée. Le grand public ne peut pas l'acheter. Alors comment tu l'as eu, toi? C'est le monstre du... Mais comment il l'a eu alors? Il est allé vers un stock de l'armée, puis il a dit ah je veux un sonar pour trouver un plésiosaure magique. Il dit ok, pas de soucis, tiens. C'est une bonne idée. Bon, à part ça, ils ont les bollocks Ils avancent au de milieu des descendre débris dans l'eau qui comme jonchent ça, le ouais, fond du après lac. les crades. Dans la communauté scientifique, beaucoup contestent la fiabilité des récits des témoins oculaires. Pour eux, il s'agit de canulars, d'illusions d'optique Pour eux, ou simplement d'animaux sauvages mal identifiés. pour ces salles scientifiques qui remettent les Depuis paroles en 600 doute. ans, beaucoup- Et il faut une explication. Ah, évidemment. Tout a une explication dans ce monde, c'est bien connu. Val Moffitt vit dans la région, juste au-dessus de l'endroit exploré par les plongeurs. Pour Et moi, elle il a fait beau. aperçu le monstre à 2 reprises. Et je l'ai vu dans la baie, entre le château et le promontoire. Oh, il y a J'ai de la regardé et je prostitution. me suis demandé, mais c'est quoi ce truc? Yes. Trop bien fait. Pour moi, ça se rapprochait des dessins que j'ai vus de plésiosaures. Je me demande dans quelle mesure, pardon, les gens qui racontent, qui ont ces témoignages, qui les formulent et puis sur lesquels se basent après des études ou bien des chasses aux monstres comme ça. Je me demande dans quelle mesure ces gens, ils y croient, dans quelle mesure ils se sont fabriqués des faux souvenirs à partir peut-être de trucs qu'ils ont imaginés et donc ils sont persuadés que ce qu'ils ont vu est vrai, ou dans quelle mesure c'est du mytho. Je suis quasiment sûr qu'il y a une part un peu des deux à chaque fois, mais je me pose trop la question. À chaque fois que je vois quelqu'un qui témoigne d'avoir vu un extraterrestre, d'avoir parlé à un fantôme ou un truc comme ça, je me dis, mais ok, est-ce qu'il y croit? Ce qui veut pas dire que c'est vrai, hein, mais où est-ce qu'il est en train de nous marabouter? C'est assez difficile des fois de faire la différence. Et je pense que la limite, en fait, elle est assez floue. Hein. Après, il y a J'ai toujours vraiment le vu quelque chose problème de du bizarre. biais. Quand on a envie de voir Et quelque quand les chose, scientifiques affirment qu'il n'y a rien du tout dans le lac, on fait de la je pareidolie. leur dis juste, attendez de le voir. Quand vous l'aurez vu, vous croirez aussi qu'il y a quelque chose. Mais ils partent quand même toujours du principe qu'ils vont trouver. Enfin, ils partent du principe que ce truc existe et que du coup ils cherchent des preuves. Donc, forcément, à partir de là, c'est biaisé. Tout ce qu'ils vont voir va être L'analyse détaillée interprété. des images du sonar ne montre rien de concluant. Ah, c'est incroyable. L'eau est très boueuse à cause de la tourbe. Ouais, C'est un gros avantage pour ces monstres. Oui, ou alors pour voir des effets pareidoliques dans des reflets d'eau ou dans des mouvements de tourbe ou de boue. Tu quoi. penses que le monstre... On peut imaginer plein de trucs du coup. Même les caméras super technologiques de l'armée, là, ils ont rien vu. Ça m'a étonné. Chatoyant. Je me suis dit que c'était quelque chose. C'est le même qu'avant. Alors j'ai pris une photo avec mon portable. Ça faisait comme un serpent. Mais c'était quoi son portable? Un Avec Nokia 3 bosses, 400. une derrière l'autre et un côté plus gros que l'autre. C'est vrai comme elles sont toujours floues ces photos. Hein. C'est fou comme elles sont toujours floues ces photos. Il n'y en a aucun qui arrive à prendre une photo nette. C'est fou alors qu'ils ont. Ouais. Alors que maintenant on a des objectifs de téléphone qui font des photos de fou. Les clichés les leurs, pris elles par sont toujours Richard floues. Preston ont été transmis à Tony Kay, analyste photo à Londres. Il est là genre, c'est 3 pixels là, ça pourrait être une crête dorsale. 3 objets blancs qui apparaissent très clairement. Est-ce que ça pourrait être le reflet des bâtiments blancs en Ça, il a arrière-plan? un super décor. Si on regarde de près, on a soumis la photo telle qu'elle. Oui, mais c'est ce qu'on disait. Tous les témoignages ne sont pas des canulars. Et il y a des fois des gens qui sont, à mon avis, de très bonne foi, qui montrent des images. Ça veut pas dire que ce qu'ils ont pris en photo était vraiment un monstre. On disait avec le Yeti, il y avait un type qui avait, avec sa dashcam, filmé un truc qui traversait la route. Et ça aurait pu être aussi bien un Yeti qu'un gosse avec une parka. Donc, il n'y avait pas de raison, en fait, de favoriser la piste du Yeti, sauf si on veut absolument croire à l'existence du Yeti. Les récits des témoins oculaires sont importants parce que ce sont des preuves directes. Eh ben non, justement Elles ne pas. sont pas Mais aussi les indirectes. cryptozoologues, j'avais pas vu. Mais Quelque chose a été vu ça s'écrivait pas comme... Il y avait un trait d'union là cette et fois. ça peut être Ils sont même pas vérifié. d'accord sur l'orthographe. Non, les témoignages c'est tout sauf des preuves fiables en fait. Mais ces témoignages sont-ils fiables pour autant? La plupart n'ont jamais été vérifiés scientifiquement. Du moins, Les scientifiques, jusqu'à maintenant. ils veulent toujours des preuves hein.
Toujours. Steve Kulls a fait appel à David Buck. Expliquer. Et c'est pas parce que c'est pas des menteurs que ce qu'ils ont vu est réel. Le détecteur de mensonges peut nous dire si le sujet nous cache quelque chose ou non. Le but est d'établir s'il nous raconte bien la vérité. Il est dans il est dans sa cryptomobile, dans son cryptovan, en train d'étudier la situation à distance. Vous appelez-vous Valérie? Oui. Mais le détecteur de Avez-vous mensonges, il peur me que je semble vous qu'en pose une plus, question qui n'est pas préparée. c'est genre hyper critiqué parce que c'est pas vraiment fiable non Non. plus. Avez-vous l'intention de répondre sincèrement aux questions de ce test? Oui. Avez-vous vu quelque chose dans le Loch Ness que vous ne pouvez pas expliquer? Oui. Mais la mise en scène est très bonne, hein. Ça fait monter la tension. Et à mon avis, vous dites la vérité. Tu peux Vous facilement pensez mentir, avoir vu quelque ou chose si dans tu le es Loch Ness. angoissé, ça Merci passe beaucoup. pour mensonge. À deux reprises, Ouais, ben ouais, c'est comme ça. vous l'avez raconté. Si ça détecte les battements de cœur ou bien la transpiration, puis que t'as un type en face qui te pose On des m'a donné questions en te raison. disant J'ai si prouvé tu que bouges, je disais la c'est que vérité tu mens. depuis toutes ces années. T'es hyper stressé, donc tu vas transpirer et puis ton cœur va battre plus vite, c'est logique. Elle Ça, a débouché c'est... sur l'image traditionnelle de Nessie, proche d'un dinosaure. Ça doit être je crois que c'est le cliché. Étaient des reptiles géants, le plus vivant connu en eau du salée monde. et douce à l'époque du Jurassique. Des dinosaures. On va avoir un peu plus le Ils sont lore censés avoir disparu il y a 65 millions d'années. qu'il y a autour de ce cryptide. Ils étaient assez grands pour broyer une voiture avec leurs dents. Eh ben, pourquoi ils auraient fait Ils ça? avaient une morphologie très caractéristique. Leur corps était court et trapu, en forme de tonneau. Ils avaient 2 paires de nageoires dont ils se servaient pour pagayer dans l'eau, plus une courte queue. Et la plupart avaient un long cou flexible. C'est possible, mais peu probable que des plésiosaures se battent pour continuer à vivre dans une niche biologique qui n'est utilisée par aucune autre espèce. Ok, donc là on rentre un peu plus dans le détail Une créature scientifique marine de surgit d'un lointain comment passé on pourrait être la clé de l'énigme. comment on expliquerait l'existence d'une telle La créature et découverte tout d'un ça. sélacanthe vivant est un point essentiel dans cette enquête. J'étais sûr qu'il allait en Comme les parler. plésiosaures, on croyait qu'ils avaient disparu. Il est tout à fait possible que des plésiosaures existent toujours dans un coin de l'océan Atlantique et viennent de temps en temps faire un tour dans le loch. Ah, donc en fait ils vivraient pas tout le temps, genre à l'année, dans le 39 loch. ans après la redécouverte du sélacanthe, un autre indice fascinant est sorti de l'eau. Ça expliquerait pourquoi on peut pas toujours le voir, il est peut-être pas tout le temps là. En 1977, au large de la Nouvelle-Zélande, un chalutier japonais a remonté la carcasse d'un animal non identifié. Ah, c'est super. C'est À aussi ces l'époque, trucs, c'est... Les scientifiques japonais ont conclu que ce pourrait être un plésiosaure. L'équipage du bateau a pris des photos et des mesures avant de rejeter la carcasse à la mer. Il y a plein de carcasses qui ont été trouvées ou retrouvées sur des plages ou des animaux malades dont on a trouvé qu'un petit bout et puis il y a plein de gens qui ont extrapolé à partir de là. Il y en a plein comme ça de ces histoires. Je vous en parlerai un peu plus dimanche. Ce qui empêche toute véritable analyse scientifique. Ah, c'est con alors, ils l'ont remise à la mer. Mais ils sont peut-être pas là tout le temps, tous en même temps. Peut-être qu'ils vivent dans la mer puis qu'ils viennent là que de temps en temps. Donc s'il n'y a pas assez d'individus, comment est-il possible qu'un animal isolé se reproduise? Un phénomène biologique exceptionnel s'est produit aux zoos de Londres. Ouais. Un dragon de Komodo femelle s'est reproduit sans avoir eu de contact avec un mâle. Et comme dans Jurassic Park. Et puis un jour, avec un collègue, on a manipulé les œufs, 3 ou 4 semaines après les avoir découverts. Et là, on a réalisé qu'ils étaient en train de se développer. Ils étaient vivants. Mais c'est l'immaculée conception Ce des reptiles. phénomène s'appelle parthénogenèse. C'est qu'on n'avait jamais vu ça chez des dragons. C'est probablement plus courant qu'on ne le pensait. Un seul monstre du Loch Ness pourrait se perpétuer au fil du temps sans avoir besoin de partenaires. Le mystère qui entoure ce lac écossais a produit toute une génération de chasseurs de monstres. Oh, des chasseurs de monstres, j'adore ce terme. Des sorceleurs. J'étais trop chou. Il y a 20 ans, Steve Feltham a abandonné son emploi, sa maison et sa petite amie pour réaliser son rêve d'enfance, traquer le monstre du Loch Ness. Ah, le mec, Il il est a à tout fond. quitté pour vivre dans un vieux mobil-home et surveiller en permanence la surface du lac. 30 ans plus tard, enfin, il y a rien. Depuis toujours, je rêvais de me plonger Y a dans toujours ce rien. mystère. J'ai décidé que c'était ce que je voulais faire de ma vie. Mais toute la journée, genre, Chercher des il réponses dans le Loch Ness. observe comme ça. En fabriquant des petits Une dinosaures seule en fois, fumant. j'ai vu quelque chose. Depuis une vingtaine d'années,
la théorie de Steve sur ce qui se cache dans ces eaux boueuses a évolué. Avant, je pensais qu'il y avait un plésiosaure dans le Loch Ness. J'ai changé d'avis. Après avoir parlé à tous ceux qui se sont penchés sur la question, Ça quoi alors là? eh bien je pense que c'est plus vraisemblablement un esturgeon. Ah ouais, ça aussi c'est une théorie intéressante. Ah mais au L'esturgeon moins il est existe réaliste le depuis gars. près de 200 millions d'années et peut parcourir des milliers de kilomètres d'un continent à l'autre. Ils sont de loin pas tous dingues, hein. C'est ça qui est impressionnant. C'est que c'est des gens souvent très sensés qui veulent juste croire à un truc. Mais moi j'aimerais trop savoir ce qu'il fait. C'est quoi ces petites bestioles qu'il fait en fimo là Moi ça m'intéresserait La de théorie savoir. d'un esturgeon. Ok, donc ça pourrait être un esturgeon. Dans les autres grands systèmes lacustres du monde, il y a des lacs reliés à la mer par des fleuves. Un argument clé de Si cette gros théorie que ça, un est la esturgeon? description des témoins oculaires. Je crois que la seule fois que j'en ai vu c'était dans Animal Crossing. Les gens décrivent des écailles comme celles des crocodiles le long du dos. Mais c'est vrai qu'ils ont une drôle de tête ces bestioles là. En fait des fois Les je me récits des demande témoins sont des preuves passionnantes. Je me demande pourquoi ils veulent Mais absolument selon eux, trouver. le monstre du Loch Ness mesurerait plus de 5 mètres de long. Il faudrait donc un esturgeon d'une taille exceptionnelle. Je me demande pourquoi ils veulent absolument trouver des animaux fantastiques quand il y a des animaux comme ça qui existent pour de vrai et qu'on le sait en fait. Ils sont incroyables ces animaux. En vrai, les esturgeons là, vous avez vu la tronche qu'ils ont? C'est déjà des animaux incroyables. Naturel de Londres Enfin, j'ai du est mal un une peu à comprendre institution ça. très respectée par le monde scientifique. Il me fait déjà peur. Oliver Crimmins est le conservateur du département de zoologie. Ça doit être un métier incroyable. Voici la tête d'un esturgeon de 3 mètres capturé au large de l'Écosse. C'est un très gros poisson qui passe une partie de sa vie en mer, Oh l'odeur, il doit être dans le genre dans le mais formol. remonte les fleuves pour se reproduire. Donc on se retrouve avec un animal énorme qui nage en eau douce. Bon après vu ce que les Anglais bouffent, je pense qu'ils supportent largement l'odeur. Hein. Qu'il peut vivre beaucoup plus de 100 ans. Plus de 100 Cela ans. pourrait expliquer ce qui a été observé dans le Loch Ness depuis un siècle. C'est long 100 Les ans. esturgeons sont des animaux très solitaires. Ils restent au fond de l'eau. Vu la taille du loch, l'animal pourrait vivre là sans être aperçu Ah. très souvent à la surface. Comme il se cache un peu dans la Le vase et loch est tout, assez ils ne le grand voient pour pas. un esturgeon géant. Remonter un fleuve depuis Oui, la mer. quand on les ouvre pas pour bouffer leurs œufs. Ah ouais, c'est vrai, on bouffe les œufs Un d'esturgeon. esturgeon. Ah bah oui, pour le caviar. Ah bah ouais, t'as raison, en fait, le caviar. mystère pourrait-il reposer ce ne serait pas un reptile géant, mais un poisson géant. Ah, ils ont jamais vu un seul esturgeon dans le Loch Ness. Ok. Steve Kulls a demandé l'aide de 2 océanographes, Ian et Victoria Todd, pour Parce le que genre, trouver. ils doivent ouvrir les poissons pour faire du caviar. Ils les pressent pas. Ils vont utiliser un hydrophone pour enregistrer tout ce qui se passe sous l'eau. Ah non, on ouvre vivant. Ah mais quelle horreur. Non, sinon ça perd le croquant. L'expédition se déroule de Oh, nuit, c'est horrible, quand putain, la c'est pollution horrible. sonore est la plus faible. Après ça, ils font des vocalisations. Je les imagine trop chanter sous l'eau. Ils George mettent leur Edwards caméra stoppe sous son l'eau. bateau. Puis ils cherchent les sous l'océan. Sous Son l'océan. sonar a relevé des données inhabituelles. Bon, quand on les ouvre pas On pour, capte des contacts sonars très forts pour en juste faire en du dessous, caviar. sous la C'est surface. des poissons chanteurs. C'est le moment de plonger l'hydrophone dans le lac. C'est là qu'ils vont chanter. Il va enregistrer tous les sons dans un rayon de 180 mètres. Je me demande ce que ça chante les poissons. Je me demande s'ils dansent aussi. L'équipe note plusieurs signaux inhabituels. Quarantaine d'années, le projet de recherche s'est tout simplement modernisé. Vous avez vu, lui, il est On l'a chasseur mis au du jour. monstre du Loch Ness. C'est genre son métier. Bon, ça paye pas très bien d'ailleurs. Nico Takala gère un réseau de caméras braquées 24 heures sur 24 sur des points stratégiques Ah du non, mais Loch. ouais, je déconne, mais c'est vraiment son métier en fait. Le web reçoit jusqu'à 33 000 visiteurs par mois. Les internautes du monde entier peuvent scruter le lac. On devrait trop faire ça pour un live. Je devrais aller chercher ça. Dans pour- les faits, Et malgré ça, quand on le voit, on en reste bouche bée. vous faites tout On a savoir les pour poils un qui se dressent plaisir. d'un coup. Go pour le live, ouais, on Pourtant, peut faire ça. Nico Takala est persuadé qu'un monstre se cache dans le Loch Ness. Pour le live Et que c'est un animal encore surveillance inconnu. caméra du Loch Ness. Ça, j'ai vu, ça c'est dans Blair Witch. Pour moi, l'une des preuves. Ils, les ils plus essayent la magie irréfutables, maintenant. Il avait croisé quelque chose. Et je vais être hyper mauvaise langue. Et je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire. Je respecte beaucoup les gens qui ont une passion et qui ont un intérêt particulier. Et qui, genre, ils dédient toute leur vie. Mais à chaque fois que je vois ces cryptozoologues ou bien les mecs qui parlent d'ovnis et tout, j'ai vraiment l'impression d'être dans le dîner de cons à écouter les gens me parler de trucs dont tout le monde se fout. Et tu sais, sauf que eux, en plus, c'est un truc qui existe même pas. Enfin,
Ouais, je suis mauvaise langue, pardon, mais je relance. C'est que depuis Steve quelques siècles, Kulls. certains sont devenus réalité. Les marins disaient avoir vu un gigantesque monstre marin Ouais, dans mais l'océan ça reste Pacifique. Eh bien, des témoignages toujours. c'était un calmar géant. Tout ça doit servir d'encouragement aux chercheurs, et notamment aux cryptozoologues, comme moi. Ah oui, comme moi. Enfin. Ah, c'est la galerie des monstres, des animaux moches. Découvert par les Écologue et scientifiques mathématicien à l'université de St. Andrew. Ouais, lui, il est pas cryptozoologue. cryptozoologue Ça, c'est intéressant. Au début, on en a découvert à un rythme très soutenu. Ok, ouais, mais parce que le monde Mais au était fil plus du petit à temps, l'époque. les nouveaux animaux ont été de plus en plus difficiles à trouver. Donc le rythme d'identification des espèces a commencé à stagner. Mais on a continué à en avoir. Mais ouais, c'est vrai ça. En extrapolant cette courbe, on peut estimer le nombre total d'espèces de grande taille qu'il reste à découvrir à l'avenir. On pourrait même dire que notre connaissance de l'océan est assez Paléozoologue. rudimentaire. Le potentiel de découverte est immense. Parmi les nouveaux venus, il y a le requin grande gueule, repéré pour la première fois en 1976 au large d'Hawaï. Je le trouve trop Depuis sa mignon. découverte, cette espèce a été vue seulement une quarantaine Non. de fois. Il a pas un côté un peu pépère. L'existence de ce requin Je suis sûr qu'il mange du prouve qu'une plancton. espèce de grande taille C'est un peut gentil. passer inaperçue, mais le monstre du Loch Ness est sans aucun doute le plus connu. C'est pour ça que je l'ai sélectionné pour cette soirée spéciale. Des tenaces. Un peu chiant qu'il utilise toujours les trois modèles, les trois mêmes montages vidéo. Ils leur fait tous passer le test. J'étais tout seul et j'observais le Loch Ness. En octobre 2003, que vous ne pouvez pas expliquer. Il précise bien si vous croyez l'avoir vu. Ça remet pas du tout en cause ça ne remet pas du tout en cause sa Le sincérité. test va commencer. Restez calme, Juste écoutez bien la question. Que ce qu'il a vu n'était Répondez peut-être par pas oui ou non. un plésiosaure magique. Je suis pas sûr que de la pertinence en fait de ces passages de détecteur de mensonges. D'autant plus que, on l'a dit avant, apparemment la technique est pas fiable Vous non rappelez-vous plus. avoir dit- En octobre 2003, avez-vous vu Ça a l'air quelque chose horrible, t'as vu, ça d'inexplicable lui serre le bidon là. Oui, Miko, il y j'ai a- eu il y a l'occasion de quoi être d'analyser les stressé. relevés du polygraphe. Et l'autre qui est Nos toujours dans la témoins ont crypto, réussi dans la l'épreuve du crypto détecteur mobile. de mensonges. J'observe de Test loin parce que je sais montre déjà que les choses. témoins oculaires croient vraiment avoir vu le monstre du Loch Ness, mais ne prouvent pas qu'il existe. C'est ça, ça ne prouve pas qu'il existe. On construit ce souvenir à partir des traces du souvenir original en y ajoutant nos propres attentes et croyances. Ouais, ce qui explique aussi les faux Le souvenirs. cerveau a Ok, donc en fait les témoignages, c'est pas du tout fiable Chris s'il y a French comme organise preuve. une expérience avec 2 groupes de volontaires pour démontrer comment les souvenirs peuvent être déformés. Eh, mais c'est hyper intéressant ce On documentaire, présente au n'empêche. premier groupe une série de 20 dessins ambigus associés à des mots. Ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais Après aussi. 20 minutes, ils quittent la pièce et un deuxième groupe arrive pour visionner la même série de dessins, mais avec des mots différents. Par exemple, le même dessin a d'abord été présenté comme une maison, puis comme une enveloppe. Ok. Deux dessins, un dessin avec deux mots Une heure différents. plus tard, on demande aux 2 groupes de dessiner ce qu'ils ont vu. Ok. L'image suivante était celle des lunettes. Ce qui nous intéressait, c'était de voir dans quelle mesure le mot associé au dessin allait influencer les souvenirs des gens quand on leur a demandé de dessiner. Par exemple, un même dessin est présenté comme un chapeau pour un groupe et un ovni pour l'autre. Ok. À la base, le dessin est rudimentaire, mais ceux qui ont cru voir un ovni ont fait un dessin très détaillé. qui Ah, ressemble ok. à une soucoupe volante classique. Et dans leurs souvenirs, ça a changé de la forme du Ceux dessin. qui pensaient voir un chapeau ont dessiné quelque chose qui se rapproche d'un haut de forme. Ok. Ça montre l'influence de la description verbale sur la mémorisation d'un stimulus visuel. Ok, alors ça c'est hyper intéressant. Ok, c'est-à-dire le gars il voit flotter un tronc d'arbre, il voit pas ce que c'est de loin, il voit juste un truc noir à la surface. Puis quand il va raconter ce qu'il a vu, étant sûr qu'il a vu quelque chose qu'il a pas pu expliquer, il va commencer à se dire putain j'ai peut-être vu le monstre du Loch Ness. Et quand il va raconter le truc, il va dire ouais en fait c'était noir, puis ça avait un long cou, et puis ça avait 4 pattes, et puis ça faisait des jets d'eau, alors que à la base pas du tout. Mais et c'est pas un mensonge en fait, c'est son souvenir qui s'est reconstruit à partir de ce qu'il a vu. C'est hyper intéressant. Et je trouve que le documentaire a quand même pas mal d'honnêteté. Il nous montre plusieurs théories, dont celles qui sont de l'ordre
plus mental, plus psychologique, et pas que genre ça peut être un dinosaure ou un gros poisson. Ils sont là, non, ça peut être aussi un animal tout à fait réel, ça peut être des hallucinations collectives, ou des... Ouais, je trouve la démarche... Je trouve la démarche assez honnête. Après, je pense qu'il y a encore toute l'ambiance du lieu qui est déjà un peu magique. Oh putain, c'est quoi ça? Resident Evil? Les monstres font partie de la culture populaire. Le monstre du Loch Ness est connu dans le monde entier, un peu comme le monstre japonais Godzilla. Oh, juste avant de revenir là-dessus, mais je me disais qu'il y avait peut-être aussi pour quelqu'un qui se rend là-bas une ambiance. Alors, j'y suis jamais allé, donc je sais pas du tout, mais je me dis que avec les légendes et tout ce qu'il y a autour du lac, quand on y est, c'est assez facile de se mettre dans un mood où on peut voir des trucs plus facilement que si on était chez soi, quoi. Il doit y avoir une espèce d'atmosphère, une espèce d'aura un peu fantastique où on se dit, ok, c'est plus facile de tout à coup voir une forme ou quelque chose comme ça, enfin j'imagine. Et puis là, ils vont parler de l'aspect financier aussi. Ok, Dans comparé les à Godzilla. témoignages, la description la plus courante est celle d'un plésiosaure, l'image d'Épinal du monstre du Loch Ness. Ah, mais ils lui ont dédié Pour tout le un musée. paléozoologue Darren Naish, la théorie du plésiosaure ne tient pas. En grande partie parce qu'ils décrivent un long cou sortant de l'eau. Et en grande partie parce qu'ils ont disparu depuis des millions d'années aussi. Pour qu'un plésiosaure fasse ça, il faudrait qu'il soit à la verticale dans l'eau ou qu'il se casse les vertèbres. C'est tout simplement impossible sur le plan anatomique et mécanique. C'est pas parce qu'on les a pas vus qu'ils existent pas, c'est pas un argument qui fonctionne ça. Ah mais c'est pas parce que tu les as pas vus que ça existe pas. Non, bah normalement si tu penses que quelque chose existe, c'est à toi de prouver que ça existe. C'est pas à ceux qui pensent que ça n'existe pas de te prouver que ça n'existe pas. Ça aurait pas de sens. Il n'y a aucune vocalisation animale. Y a pas de poisson qui chante. On a C'est entendu nul. le type d'interférence normale qu'on a sur n'importe quel enregistrement. Ouais, donc c'est plutôt mal parti hein. En tout cas jusque là. Une autre théorie suggère que le monstre du Loch Ness appartient à une espèce inconnue. Ok, donc c'est un Cela écosystème signifie assez qu'un gros clos. carnivore au sommet de la chaîne alimentaire Il y aurait plus ne rien pourrait dedans. pas vivre dans le Loch Ness. Il n'aurait pas assez à manger. C'est ça, il aurait tout bouffé puis au bout d'un moment il y aurait plus rien dans le lac. Puis lui il serait allé ailleurs. Il se passe la même En chose, alors j'ai appris comparaison ça il y a avec- pas longtemps. Il se passe la même chose avec les larves de libellules. Si elles sont dans un endroit trop petit, les libellules en fait elles pondent des œufs et ces œufs ils donnent des larves et les larves elles vivent sous l'eau. Et puis en fait les larves c'est des méga prédateurs. Et genre ça bouffe tout ce qu'il y a sous l'eau. Et genre s'il y a trop de libellules dans un petit étang, bah, ça va tuer basiquement tout ce qu'il y a dans l'étang. Les têtards, les poissons, alors pas les gros poissons, mais dans un petit étang ça va tuer tout ce qui vit en fait. Et puis au bout d'un moment elles vont crever de faim. C'est ça qui est ouf. Les océans, un coin comme le Loch Ness est relativement bien connu. L'argument du ouais mais ça fait 500 ans qu'on voit des monstres, que les gens voient des monstres du Loch Ness, t'as envie de leur répondre ouais mais ça fait 500 ans que vous le cherchez, ça fait 500 ans que vous le trouvez pas. Au bout d'un moment c'est bon quoi. Les monstres de ce genre là on les trouverait plutôt genre dans les fonds marins ou dans les zones inexplorées d'Amazonie, enfin dans les derniers coins reculés du monde où on va pas souvent. Un loch en plein milieu de l'Angleterre, enfin en plein milieu de l'Écosse, qui est visité par des dizaines de milliers de personnes. Bah non, c'est évident qu'ils cachent plus rien quoi. Si, c'est les monstres du Loch Ness dans Zootykun 1. Selon moi, quand on étudie le degré de similitude entre la masse blanche à gauche et celle du milieu, on arrive à la conclusion que c'est un objet artificiel. Et comme il est dans l'eau et qu'il y a des reflets, je pense que ce sont 3 barques reliées les unes aux autres. Mais si le monstre du Loch Ness n'est qu'une légende, pourquoi celle-ci résiste-t-elle au temps qui passe? Pourquoi? Oui, effectivement. Je pense que le monstre du Loch Ness est intimement lié à l'identité de l'Écosse aux yeux du reste du monde. Même au second degré ou même sans forcément y croire, les gens viennent aussi pour ce Steve folklore. Kulls, la vérité est encore là, quelque part. Les témoignages sont toujours aussi nombreux. Ça n'arrête pas. On a toujours des tonnes de témoins oculaires. Et aucune explication. Alors on a plein d'explications Étant en donné qu'il y fait. a- Ouais, puis c'est pas comme si un jour il y aurait une preuve qui viendrait dire non, en fait il y a rien. Tant qu'ils cherchent, en Je fait, n'ai jamais eu envie de laisser il y a tomber. possibilité. Je sais que j'ai raison. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Mais lui, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces petits Loch Ness. monstres amphimaux là. Et ça me va très Maintenant, bien. s'il les vend sur place. On aime bien les trucs un peu artistiques ici. Et ça finit là-dessus. Ça finit là-dessus. Tampons notre ennemi intime. Alors, bon. C'était assez dense et intéressant. Un petit rappel des grandes lignes. Du coup, selon les études menées un peu sur le terrain ou selon
selon les professionnels du domaine, le monstre du Loch Ness, ça pourrait être un genre de plésiosaure, un espèce de dinosaure marin, un gros esturgeon, donc un gros poisson, une espèce inconnue, donc aucune idée, mais quelque chose qu'on n'a pas encore découvert, une hallucination, ou en tout cas une extrapolation de type souvenir inventé, ou qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre, je sais plus. Il y avait le dernier qui disait, ouais, en fait c'est 3 barques reliées, donc c'est de la pareidolie. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que, d'une part, il y a des gens qui consacrent leur vie à rechercher ce truc, à rechercher ce monstre du Loch Ness, et ça fait beaucoup de tourisme. C'est un truc qui génère beaucoup d'engouement, et du coup qui permet aussi à l'Écosse de s'identifier, et qui permet donc d'amener du monde autour de ce lac. Donc il y a quand même un aspect folklorique, dans le sens, ok, même s'il n'y a pas de monstre, on s'en fout. C'est devenu, comme Godzilla, il parlait de Godzilla au Japon, comme Godzilla, c'est devenu une créature qui appartient et qui s'identifie à l'Écosse, à cette région, à cet endroit, à ce lac, et qui du coup permet de créer une forme de revenu, une forme d'engouement, et qui fait finalement qui génère aussi de l'argent, quoi, puis qui fait vivre le commerce et le tourisme local. Donc on peut tout à fait comprendre ces démarches-là. Et à mon avis, ça crée aussi cette atmosphère qui fait que les gens sont plus facilement en train de se dire: oh ouais, ok, non, ça peut pas juste être un bout de bois, ça c'est un monstre, hein, c'est sûr. Ah, t'as vu, c'est forcément un monstre. Ça. Bon, enfin, j'imagine assez bien comment on peut aller là-bas dans cette optique-là, quoi. Même s'il y a rien. Et effectivement, la plupart des scientifiques, des vrais scientifiques pour le coup, de la fin, nous disaient que le plésiosaure, non, c'est mort parce que c'est une espèce qui a disparu, et genre même les fossiles, on n'en trouve pas après 65 millions d'années. Que genre un esturgeon, il y a peu de chances parce qu'on n'en a jamais vu dans le lac. Donc il y a peu de chances que par miracle il y a des esturgeons dans le lac, et par miracle que parmi eux il y a un géant. Et une autre espèce, apparemment c'est très peu probable, parce que en fait, si on regarde le taux de découverte des grandes espèces, ça se fait pas dans des endroits ultra fréquentés, ça se fait pas dans des lochs en plein milieu de l'Occident qui est exploré depuis 10 000 ans. Non, quand on découvre une grosse espèce, c'est dans une zone inconnue, c'est au beau milieu de l'océan, c'est dans la fosse des Mariannes, ou c'est dans l'Amazonie profonde. Donc en gros, voilà, il y a beaucoup de ces gens qui continuent d'y croire. Ça fait pas d'eux des dingos, hein, ça veut dire qu'ils ont une passion. Et moi, à nouveau, j'ai été mauvaise langue avant en parlant du dîner de con, mais je respecte beaucoup les gens qui ont une passion et s'y consacrent. Et se disent: ok, moi je rentre du boulot, je vais au bord du lac, je mets mes jumelles et je cherche. Point barre. Après, je sais pas dans quelle mesure c'est très sain, si vraiment. Mais on n'est pas là pour juger, hein. On n'est pas du tout là pour juger, on est plus là pour comprendre. Et effectivement, le Loch Ness, ça reste un gros sujet. Moi j'ai bien aimé, documentaire très sympa, bien fait, avec des images cool. Moi j'aime beaucoup les reconstitutions, donc j'aime bien quand ils en font comme ça. Surtout quand c'est les acteurs, quand c'est les gens interviewés qui refont la scène avec, ouais, en mode à ce moment-là j'ai eu très peur. Et puis ils refilment avec du sépia la scène. Un truc qu'ils n'ont pas dit, et j'en parlerai encore dimanche, c'est que ils ont pas parlé des canulars, ils ont pas parlé des canulars exprès. Ils ont pas parlé des gens qui faisaient exprès de faire des canulars, qui genre fabriquaient des faux monstres, ou truquaient les photos carrément. Ils ont pas parlé de ça. Donc pour moi c'est pas un oubli, c'est à mon avis ils ont pris le parti de se dire: ok, les canulars, on les met à la trappe, on va pas en parler, on va plutôt parler des pistes sérieuses. Ce que je trouve aussi intéressant. Et ils ont pris aussi le parti de pas démonter complètement la légende, mais de pas non plus aller complètement dans le sens. Il y avait un peu des deux côtés, il y avait les deux sons de cloche, et ça j'ai trouvé particulièrement intéressant, et j'aime bien les documentaires qui font ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut résumer de ça? C'est que ça reste, à mon avis, tant qu'il y aura des gens pour chercher le monstre du Loch Ness, ils vont le faire. Il n'y aura jamais de preuves suffisantes, parce qu'on ne peut pas prouver l'absence d'un truc, donc il n'y aura jamais de preuves suffisantes pour les gens qui le cherchent, qu'il n'existe pas. Il n'y aura pas un moment où on va se dire: ok, en fait le monstre du Loch Ness n'existe pas, faut arrêter de chercher. Il y aura toujours quelqu'un pour le chercher. Tant que le Loch Ness existera, il y a quelqu'un qui va le scruter pour chercher les monstres qu'il y a dedans. Pour cette deuxième partie, seconde partie de soirée, le main event. Alors, je sais pas si vous avez connu, comme moi, la télé des années 2010 à peu près. Mais un gros truc pour moi dans mon souvenir, c'était les émissions du dimanche après-midi, genre sur NRJ12 ou sur W9. Et
il y avait des trucs comme Bear Grylls, Man vs Wild, Pascal le grand frère, il y avait tous ces trucs-là. Ça passait l'après-midi et moi, ça me faisait ma journée. River Monster avec Jeremy Wade. Ce gars, c'est le Bear Grylls de la pêche. Je l'appelle aussi le pêcheur de l'extrême parce que le gars, son truc c'était d'aller pêcher les plus gros poissons, les trucs un peu mythiques, les trucs un peu magiques qui avaient des grosses histoires et d'aller les pêcher dans des rivières. Enfin, c'était super bien monté. Il y avait toujours une tension parce qu'il allait dans des endroits dangereux, il allait pêcher des poissons qui mangeaient les gens, qui avaient des réputations de carnivores, il allait dans des endroits en guerre, enfin il faisait des trucs de fou furieux. Et en fait il allait juste pêcher à la mouche. Mais genre au Congo ou au Vietnam, dans des endroits impossibles d'accès pour pêcher des poissons monstrueux qui font 10 tonnes quoi. Et c'était ça, c'était le pêcheur de l'extrême. Et j'adorais cette émission. J'adorais ça. C'était trop bien. Et en fait, j'ai découvert en faisant les recherches pour ce live là qu'il avait fait une émission qui se passe au Loch Ness. Et je l'ai jamais vue. Donc je ne me suis rien spoilé du tout pour ce soir. Franchement, je suis trop content de l'avoir. Et que ça colle aussi bien du coup à la thématique de la semaine et la thématique de ce soir. Parce que c'est génial. Et vous allez le découvrir. Je vais m'arrêter parce que je vais vous dire ah il est génial parce qu'il fait ça. Ah il est trop cool parce qu'il fait ça. Vous allez l'adorer. Il est incroyable ce mec. En tout cas moi je l'ai adoré. Et je suis trop content de pouvoir vous le faire découvrir. Parce qu'il est vraiment top. Donc le docu s'appelle River Monster. Donc ça c'est le nom de la série. C'est pas du tout, en fait c'est pas du tout un docu. Hein. C'est à l'inverse c'est un truc hyper sensationnaliste et c'est trop bien quoi. Voilà. Je m'appelle Jeremy Wade. Oh pardon. J'ai trouvé River Monster avec Jeremy Wade qui pour moi est devenu génial parce qu'il a mais vous verrez bien, je vais vous montrer, on va redécouvrir ça ensemble. Moi ça me replonge un peu dans mes années de jeunesse, du dimanche après-midi en train de regarder ces émissions. Et puis vous, ça vous permet, si vous connaissez pas, de découvrir le fabuleux monde de Jeremy Wade et de River Monster. Avec cette émission spéciale Monstre du Loch Ness. C'est parti. Je m'appelle Jeremy Wade. Depuis 30 ans, je parcours le monde à la là, recherche de monstres de rivières légendaires. C'est déjà un peu avancé dans l'émission. Je vais peut-être un peu zapper hein, parce que ça dure 1h30, c'est long. Mais du coup, je vais peut-être un peu zapper parce que là, ça se passe un peu après. C'est pas le début de l'émission des dernières qu'il a faite. Donc il y a toute l'expérience des moments où il est allé pêcher tel ou tel poisson dans d'autres pays. J'ai découvert des créatures auxquelles les gens ne croyaient pas. Il est toujours trop bien mis en scène. Il existe, le Gunch existe. Musique épique. il prépare son matos. C'est des hameçons, c'est comme les types dans les films qui préparent leur arsenal avant de partir à la guerre avec des flingues et tout. Maintenant, ils préparent des hameçons et des mouches. il est trop cool. Et ils rendent ça tellement épique. Dans un voyage épique qui se transformera en véritable obsession, je voyagerai des profondeurs du Loch Ness jusqu'à d'immenses terres reculées. Ouais, et puis ils vont lui faire plein de trucs. Ils vont lui faire de la plongée, ils vont lui faire plein de trucs. Ah, souvenir. Monstre d'eau douce. Trop bien mis en scène. Connu. Que l'on croit ou non à la présence d'une créature dans ce lac, personne ne peut douter de l'impact qu'elle a sur notre imagination. Ah mais nous on y croit de fou. Hein. Ah nous on sait. Hein. Regardez-moi cette allure. Non mais franchement, est-ce qu'il est pas hyper impressionnant? Ah non, il est trop cool, il est génial. T'as trop envie d'aller avec lui en fait. Pour info, cette fameuse photo qu'on voit tout le temps, ça a été révélé que c'était un fake sur le lit de mort de son créateur en fait. Mais avant de m'y rendre, je commence mon enquête dans le plus vieux musée d'Écosse. Ah oui, il faisait plein de trucs comme ça, il est trop fort. Le Hunterian à Glasgow. Il allait jamais juste pêcher. Lui, il y avait toute une aventure à faire. Je suis ici pour examiner une pièce toute particulière. Et puis la mise en scène, puis la lumière et tout, ils sont trop forts. Tadam. Voici le squelette fossilisé d'un reptile aquatique préhistorique du nom de plésiosaure. Encore un plésiosaure, ils sont partout. C'est devenu ce que beaucoup de gens croient être le monstre du Loch Ness. Et c'était pas un enfoiré
c'était pas, je parle au vegan du chat, c'était pas un enfoiré du genre il capturait les poissons pour en faire des trophées puis les mettre chez lui. Son délire c'était pas du tout ça. Lui il allait vraiment pêcher des poissons mythiques, voir s'ils existaient, mais il les gardait jamais, il les relâchait tout le temps. Et c'était pas du tout son délire de pêcher pour tuer, vraiment pas. C'est pour ça que moi je l'avais bien aimé aussi à l'époque, parce que je me disais oh mais putain. Si c'est juste pour sortir des poissons de l'eau, pas cool quoi. Surtout des poissons rares et tout. Puis il était là, non, je veux juste voir s'ils existaient. Puis après, il le relâche. Enfin, ouais, là, ouais c'est tout à fait critiquable. Mais je trouve ça génial quand même. Il est trop fort. Mais il y avait un côté vraiment impressionnant dans cette émission. On était pris dans l'aventure quoi. Ça passait souvent après Man vs Wild. Ouais, c'est ce qu'il disait déjà à l'autre. Hein. Il disait, mais un plésiosaure, on l'aurait repéré parce qu'il remonte à l'air libre pour respirer. C'est aventurier. Regardez, il a des petits, il a des petits stickers sur son étui. Tu vois qu'il a beaucoup, il a beaucoup de bagou. C'est un baroudeur. Ah mais il roule à gauche, ouais mais je me disais... merde l'image est inversée. Mais non il roule à gauche en Angleterre. Ah ouais ils ont fait péter le budget pour cet épisode. La bête avait disparu. Elle aperçut quelque chose depuis la route. J'arrivais sur la colline. C'est la même. J'ai regardé de l'autre côté de la baie. C'est la même que dans le docu d'avant. C'est un crossover. Ouais mais quand c'est Jeremy White qui demande, tu dis pas non. Hein. Quand t'as ce mec qui se pointe à ta porte, parlez-moi du monstre du Loch Ness là, je vais aller le pêcher. Tu dis ok, je vous explique. Fasciné lui. Il s'imagine déjà en train de le tirer hors de l'eau. En train de tirer un truc préhistorique monstrueux hors de l'eau. Parce que pour le coup il l'a déjà fait. Il est déjà allé dans des endroits pêcher des poissons, typiquement des esturgeons ou des machins comme ça, genre qui sont des poissons préhistoriques, et vraiment les sortir de l'eau et tout. Même des poissons qui n'étaient pas sûrs de leur existence. Il a toujours la même dégaine, il a la même chemise et tout avec plein de poches. Et les gens eurent beau tout essayer. J'avais pas vu, mais le bateau il arrête pas de tanguer. Ils sont à deux doigts de gerber. Les poissons remis à l'eau sont blessés et le taux de mortalité est élevé. Difficulté à s'alimenter, infection. Ah, c'est vrai? Ah, je savais pas ça. Je pensais vraiment qu'ils faisaient gaffe, les pêcheurs. Genre. Ah, mais en fait, comme ils sont quand même blessés, genre qu'ils ont quand même eu un trou à cause de l'hameçon et tout ça, après ça s'infecte et puis ils ont du mal à bouffer. Ah, je savais pas. Ah ouais, ça rend le truc un peu moins cool. Surtout pour les petits poissons, je pense alors. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'inhabituel? Mais là, on tombe dans le folklore. Mais c'est cool qu'il explore aussi le folklore. J'ai l'esprit ouvert et il y a sûrement des choses qu'il me reste encore à voir. Alex me raconte une autre histoire. Un ancien récit relate un monstre. Lui, il connaît les bons tuyaux. Lui, il n'est pas allé là où c'est touristique. Alors qu'est-ce que je recherche? Vous avez vu, il n'y a personne autour de lui. Qui chasse dans le noir et dans le froid et qui pourrait rester caché. C'est un loup solitaire. Est-il même possible de trouver une bête pareille? Alors il fait ça pour le show, mais il est vraiment allé dans des endroits où il y a des poissons qui étaient censés pas exister, puis il les a trouvés. Ah, j'ai déjà entendu parler de ce truc-là. Ils avaient pris... Ouais, voilà. Dans les années 80, elle coûta plus d'1 million de dollars et déploya 20 vaisseaux pour balayer les profondeurs. Mais après, ils osent dire qu'ils mettent pas d'argent là-dedans. Mais si, en fait, ils ont dépensé des millions de dollars pour rien. Lui, je l'ai vu dans d'autres documentaires, du coup, que j'ai pas choisi pour ce soir. Pouvez-vous me dire ce qui est si particulier ici? Cet endroit est particulier au Royaume-Uni, parce que c'est le plus grand volume d'eau que nous ayons. C'est le Gandalf du Loch Ness. Il y a plus d'eau dans ce lac qu'il n'y en a dans toute l'Angleterre et le pays de Galles réunis. Ce n'est pas une sorte d'impasse évolutive. Ah ouais, c'est ça. C'est donc il est même pas là depuis longtemps en fait, ce lac. Ce qu'on a dans le Loch Ness, c'est ce que la glace nous a laissé. Mais peut-être qu'il y avait un plésiosaure congelé dans le glacier. Si on pas pensé à ça. S'il y avait des... Enfin... non, si j'ai bien compris, les bateaux ça fait beaucoup de bruit quand ça passe sur les lacs, ça fait du bruit dans l'eau en fait, puis ça fait peur aux poissons ou aux animaux. C'est même dangereux qu'il y ait trop de bateaux dans un petit lac pour l'écosystème. S'il y avait un gros animal comme ça, mais avec tous les bateaux qu'il y a, il se serait tiré depuis longtemps.
Il y a plein d'autres choses. Ah, les oiseaux aussi, genre les canards. C'est un aigle fin, beau poisson. Mais il empêche plein, il est trop fort. Lui, il va très rapidement remplir le musée. Il va rapidement remplir le musée de de Tibou. Ah, donc il va explorer chaque point d'eau pour ramasser chaque poisson qui pourrait avoir un lien avec le Loch Ness. Faut pas oublier que ça, c'est qu'au début, il parlait du Loch Ness quand même. Mais cet endroit possède un visage plus sombre. Pendant des siècles, on y noyait les femmes pécheresses. Et leurs corps n'étaient apparemment pas les seuls dont on se débarrassait ici. Ah, c'est pas très sympa. Cet apport peu commun en nourriture fraîche a-t-il permis à certains poissons de devenir les géants dont j'ai entendu parler? Ah putain, c'est ça, il serait devenu monstrueux parce qu'il bouffe les gens. Les mafieux, les vikings mafieux qui jettent des gens avec des chaussures de ciment dans les lacs. J'ai plein d'images à la con qui me viennent comme ça. Il était toujours dans des situations incroyables, genre il allait sur des falaises avec des poissons qui pouvaient le tirer en bas. Enfin c'était toujours très... Il y avait beaucoup de tension dans ce qu'il faisait. Moi j'aimais bien. Ah, puis ils viennent manger. Il peut y avoir des œufs d'insectes ou d'autres choses là-dedans. Alors c'est vrai que ce que j'aimais bien avec lui, c'est qu'il faisait pas que pêcher, il avait plein de connaissances en fait sur la nature, sur les rivières. Il avait vraiment, non mais pour de vrai, il avait vraiment beaucoup de connaissances et de savoir sur le fonctionnement de la nature, le fonctionnement de la rivière. Il faisait pas toujours que de la pêche de gros bourrins. Ah, ok. Il part d'Islande. Il va jusqu'en Norvège. Bon, en même temps, c'est pas terrible, c'est pas très grave si on se balade un peu parce que il revient toujours sur ce qu'il fait, il réexplique. C'est bien, c'est pédagogique. Mais c'est parce qu'à l'époque, quand ça passait à la télé, il y avait des pubs et puis à chaque fois qu'il revenait, que la pub se terminait, il fallait réexpliquer où on en était. Genre, ah, je me suis baladé jusqu'en Norvège pour aller pêcher tel ou tel truc. Mon aventure n'est pas terminée. Et du coup, quand on regarde tout d'un trait, c'est un peu artificiel. Mais ça nous permet de nous d'avancer comme ça. Jusqu'aux rives du Loch Ness. Il a dit que ça s'appelait le Hakarl, ce gros requin. Ce n'est qu'en débusquant ce requin mystérieux du nom de Hakarl que je... Bah merci beaucoup. Mais c'est marrant parce que normalement il pêche jamais en pleine mer, il va toujours pêcher rivière ou lac quoi. C'est pour ça que ça s'appelle le monstre d'eau douce. Ça paraît ridicule en français alors que River Monster ça passe mieux en anglais. Cette créature n'est comparable à aucun autre requin. Avec son corps sombre et tout en longueur, ainsi que sa petite nageoire dorsale. Sans l'aileron si caractéristique, j'ai bon espoir que ce soit le prédateur que je recherche. Donc lui en fait depuis le début, il cherche plutôt l'origine de la légende. Quel poisson existant ou quel animal existant aurait pu inspirer la légende du Loch Ness? Mais je le connais sous le nom de requin du Groenland. Ah, requin du Groenland. Presque inconnu pour la science moderne. On dirait que ça tire pas mal de ce côté-là. Mais ils vont pas vraiment le bouffer. C'est bon? La musique aide beaucoup aussi à se mettre dans l'ambiance quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un Cette étrange créature venue du fond du fjord, la fantastique imagination des cartographes nordiques semble maintenant bien insipide comparée à la réalité des lieux. Oh, je trouve pas, je trouve que... C'est un animal très impressionnant. Ils sont quand même très imaginatifs. Frédéric travaille avec un scientifique de l'université de Tromsø qui collecte toutes les données de ces prises de requins et pocheteaux. Donc c'est des marins chercheurs. La couleur du poisson que je cherche. La peau dessous présente ce côté rugueux. Mais ce n'est pas du tout la bonne forme. Après il le relâche. Ce sont des poissons plats. C'est une raie très étrange, visuellement. Oh tu disais Tofuvalu que ça veut pas forcément tout dire. Même s'il le relâche... Et n'avait peut-être jamais vu la lumière du jour jusqu'à présent. Ses yeux sont très lumineux. Même s'il le relâche, ils peuvent avoir des problèmes après. Puis pour de la recherche scientifique comme ça, ça vaut la peine, tu trouves? Si le but final c'est un peu de protéger les espèces, est-ce que ça vaut la peine d'en remonter une ou deux comme ça, puis d'un peu les traumatiser pour les marquer et tout ça? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis. Au genre de profondeur dont on parle, la pression est de 50 ou 60 atm. Bon, on va un peu avancer encore. Ah non, on va pas avancer, j'ai vu qu'il y avait un drôle de poisson là. Que les requins du Groenland sont loin d'être seuls. Voilà une fistule à bouche noire. On ne l'avait même pas ferré. Il avait dans la gueule le bout d'une queue de maquereau. Et il s'y a accroché jusqu'en haut. Eh ben, il a une drôle de tête alors. Ça, une pristure à bouche noire, à cause de cette couleur noire très caractéristique à l'intérieur de sa gueule. Je l'aurais pas appelé comme ça, mais avec le le temps qui se Bifrost. gâte,
J'ai comme le sentiment que cette Là, ils sont occasion toujours va en train de frapper le plus pêcher. Ok, là, il y a un truc intéressant qui se passe. Allez, on va regarder ça. Voilà. Donc, ils arrivent quand même à en choper Le un. requin du Groenland. Il est trop gros pour être hissé à bord. Nous ne ferions que le blesser en essayant. Nous devons le maintenir sur le côté du bateau. Donc c'est plutôt un équipage scientifique, hein. Ils veulent le marquer pour les... de grande profondeur. Ils sont plus du tout dans l'idée de les bouffer. Mais si je veux l'examiner de plus près, et s'il ne peut pas monter dans le bateau, Et il va descendre. je dois descendre à lui. Il va descendre, il va aller plonger pour le voir. Du plus grand requin Ah, prédateur même du lui, il a monde, tressaillé. après Il a le fait... grand Oh. requin blanc. Mais bon, ça doit être gelé là, en pleine nuit en plus. C'est pas ce requin qui a un genre d'antigel dans le sang? Y a pas un poisson comme ça? C'est vraiment... Il aime beaucoup les poissons. Hein. Mange tout ce qui se trouve sur leur passage dans les profondeurs abyssales. Personne ne sait encore quelle menace potentielle ils représentent pour les humains. Alors, petite conclusion, qu'est-ce qu'il va nous Mais dire? ce mystérieux géant pourrait-il être la créature qui se cache derrière la légende du Loch Ness? J'ai pensé à de nombreux candidats. Des baleines, des dauphins, des phoques et des esturgeons. En passant même par des plésiosaures. Un par un, il m'a fallu tous les éliminer. Eh ben, du coup, ça veut Et dire en que... Islande, la terre des mythes et des monstres vikings, je suis tombé sur un véritable prétendant au titre. Ah, Karl, ça veut aussi dire l'unique. Tout cela m'a amené au requin du Groenland, dans ce fjord abyssal en Norvège. Bref, quoi, on a fait le Si tour. vous étiez l'une des rares personnes à voir cette créature en chair et en os, vous seriez persuadé d'avoir vu un monstre. Peut-être même le monstre de rivière ultime. La légende de Le toutes monstre les légendes. ultime des rivières. Mais qui vous croirait? Tan, tan, tan. Ok, trop bien, trop bien. Trop bien, j'adore ce gars. J'adore cette émission. J'y peux rien, je sais qu'elle est pas très vegan friendly, mais... Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors moi, voilà, j'adore Jeremy Wade. Je pense que, maintenant que je l'ai revu, je pense que c'est parce que c'est un passionné. Moi, j'aime beaucoup les passionnés, les gens qui ont un idéal, qui ont un truc qui les anime et puis qui font tout pour pouvoir le faire. Et lui, il a ça avec la pêche. Mais du coup, il y a des gens comme ça qui arrivent à te transmettre une passion qui te serait jamais venue à l'esprit ou qui t'intéresse pas du tout parce qu'ils sont animés par ça, quoi. Et moi, j'aime bien ce genre de personnage, que ce soit à la télé ou dans la vraie vie, mais j'aime beaucoup ce genre de personnage qui arrive à te, à te motiver pour un truc qui ne t'intéresse pas du tout de prime abord. Mais du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ça reste... gros point fort, c'est que ça se base que sur des trucs réels. L'avantage avec cette série, cette émission, en plus d'être très cool, c'est que lui, il va nous montrer des vrais poissons, il va aller les sortir de l'eau pour nous les montrer, il va nous dire où il est, il va voyager, il va faire des trucs, il va pas essayer de nous vendre de la légende, il va nous expliquer la légende et puis après il va aller voir ce qu'il y a derrière. Et typiquement, c'est ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, c'est de travailler sur la frontière entre la fiction et la réalité et puis le mélange entre les deux. Mais du coup, c'est ça, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on aille voir des vrais poissons, qu'on se dise ah ouais, effectivement, quand on le voit, celui-là, cette espèce de requin ou à des autres poissons qu'on a vu avant, c'est un monstre. Ça peut être assimilé à un monstre. Ils ont vraiment une drôle de tronche. Bah, l'autre côté, c'est qu'au final, le Loch Ness ou le monstre du Loch Ness ne reste qu'un prétexte pour aller se balader dans d'autres pays, pour aller pêcher, pour faire des trucs comme ça. Donc 1h30 à regarder Jeremy Wade, en fait, se balader sur son bateau et puis à lancer sa ligne à droite à gauche, ça peut vite nous sortir un peu du truc, ça je suis d'accord. Mais du coup, voilà, je suis extrêmement content d'avoir pu le revoir. Je crois que je vais m'en refaire un ou deux à l'occasion parce que j'ai bien kiffé. Et bah, c'était marrant. J'ai bien aimé tout ça. Nessie, je pense qu'on a gentiment fait à peu près le tour. Hein. Esturgeon, phoque, baleine, plésiosaure. À nous de décider. Au final, on sait que tant que le Loch Ness existera, il y aura des gens pour courir après son monstre. Parce que c'est dans la nature des gens. Et c'est dans la nature de ce lieu aussi d'inspirer les gens à rechercher quelque chose de fantastique dans les eaux, quoi. Je vous rappelle que demain à 18h, il y aura un live un peu plus sérieux, un peu moins léger. Disons non, pas moins léger, mais disons un peu plus axé. On apprend des trucs. Il y aura un live du coup sur la cryptozoologie. Avec un featuring, donc restez, ça sera rigolo. Et puis en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous souhaite une toute belle soirée. Et je vous dis, prenez soin de vous
et à tout bientôt. Allez, bye.